résume de façon littéraire quelque chose qui n'est pas facile. Merci beaucoup. Est-ce que si je parle comme ça vous va? Parce que c'est lourd. Oui. Je vais me lever parce que comme on a parlé, etc., peut-être que ça peut aussi, je peux vous voir. Merci d'être si nombreuses et nombreux parce que déjà les informations étaient très contradictoires. Malgré cela, vous êtes là, je suis très contente. Et je sais qu'on a beaucoup de choses à parler, mais je vais essayer de juste au début présenter, comme on m'a demandé, le chaudron militaire turc, très rapidement, mais ça ouvre à toutes les pistes, à toutes les questions, à toutes les discussions. Après, on va discuter ensemble. Vous allez m'orienter sur quoi je vais parler. Ça vous va? D'accord. Alors, je publiais ce livre il n'y a pas longtemps. C'était juste pas, comme j'ai plein de procès, pas le dernier procès 28 juin, mais c'était avant. C'était en septembre. Il y avait beaucoup de personnes qui allaient à Istanbul pour participer. Et moi, je restais ici avec mes soutiens et je montrais que je suis là, etc. Et j'ai publié ce livre 2 jours avant le procès. Et pour leur dire que déjà, le processus est très complexe aujourd'hui dans le monde entier. Mais aussi, il y a quelque chose que je vis. Je suis en même temps une militante, je fais plein de choses, mais aussi j'essaie de continuer à réfléchir, à pousser les réflexions et à réfléchir de façon structurée et trouver vraiment des éléments d'analyse qui sont basés sur des recherches. Et moi, quand je continue à ça, je vois que les fascistes n'aiment pas ça. Et vous savez, l'anti-intellectualisme qui est partout dans le monde, et les fascistes n'aiment pas les réflexions intellectuelles. Je ne dis pas les intellectuels parce que je n'aime pas catégoriser les gens, les militants, les intellectuels, les universités. Il n'y a pas de catégorie. Tu peux être engagé quelque chose, mais il n'y a pas une identité militante. Il n'y a pas une identité qui... L'engagement, ce n'est pas une identité. L'engagement, c'est quelque chose de normal. Il y a des militants, il y a des universitaires, il y a des poètes. On est poète un peu, n'est-ce pas? Donc, dans ma peau, j'ai beaucoup vécu la répression qui veut vraiment empêcher la réflexion libre. Et autour de moi, je vois beaucoup de personnes qui font une autocensure. Autocensure, donc tu peux dire des choses quelquefois, mais ne va pas très loin. Donc cette autocensure, j'ai vécu beaucoup quand j'ai grandi. Et surtout quand tu grandis dans la répression. Je me suis posé la question, pourquoi les fascistes n'aiment pas qu'on pousse la réflexion? Parce qu'ils veulent gouverner les émotions. Ils veulent gouverner les émotions. Et quand on réfléchit, ça équilibre les émotions. Donc je dis que non, je vais continuer. Et quand je suis, en vivant tous ces problèmes, je me suis dit, je ne veux pas permettre qu'ils déterminent ma vie. Je ne veux pas jouer dans le film parce que c'est un mauvais réalisateur. Et moi, je suis pas poussée. Mais je vais créer mon film, je vais avoir mon gouvernail, et voilà. Mais en même temps, je veux continuer à réfléchir. Et un jour, j'étais en train d'écrire ce livre que j'avais fait une recherche juste avant de partir de la Turquie, après la prison, sur le service militaire en Turquie. Et ce livre, il est publié en français aussi, en allemand, dans plein de langues, Devenir homme en rampant. Maintenant, il y a plus d'éditions, c'est fini. J'avais fait une recherche sur le service militaire, sur la production de la masculinité et comment on l'utilise dans les violences politiques. Et c'était ma dernière recherche et j'avais écrit très rapidement. La recherche a duré pas mal de temps, mais après j'avais écrit très rapidement pour vraiment contribuer au débat dans l'espace public en Turquie. Le livre est sorti
Et la cassation a pris la décision, donc je suis partie. Je n'ai pas pu assister à tous les débats. Et donc le temps est passé, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Et j'ai décidé de reprendre ce livre, c'est-à-dire ces matériaux, parce que je vais parler avec 50, je vais vous raconter, plein de personnes. Et j'ai dit qu'avec mon regard d'aujourd'hui, parce que le temps a passé un peu, c'était 2008 que j'avais fait cette recherche, 2009 c'est publié, donc j'ai grandi quelques années, donc j'ai appris des choses. Donc j'ai dit qu'à partir de tous ces apprentissages, je peux réfléchir et je ne suis pas sur la... comment on dit, je ne dois pas tout de suite participer au débat, etc. Je peux préparer une réflexion, d'une analyse à petit feu, plus calmement, etc. Et j'étais en train de le faire et le procès il est venu, mes avocats m'ont appelé. Pena, il faut que tu ne prends pas beaucoup de paroles avant le procès, il faut que tu fais profil bas. Ils me disent au téléphone. J'ai dit d'accord. Et je parle à ma maison d'édition, j'ai dit est-ce que c'est possible d'avancer la publication du livre parce qu'ils étaient en train de corriger tout ça. D'avancer, ce serait avant mon procès. Parce que je veux vraiment dire, c'est pour cela qu'ils ont écrit Pena Selik persiste ici. Et donc pour dire que moi, je continue et vous n'allez pas pouvoir empêcher ma réflexion. Voilà, c'est une petite histoire de ça. Alors, la question que je me pose dans ce livre, comment c'est possible de mobiliser les personnes vers les violences politiques de l'État, de la répression. Et comment les structures étatiques créent des dispositifs pour cela. Et bien évidemment, nous pouvons expliquer les guerres. Aujourd'hui, le monde est en guerre et c'est très difficile. On fait des manifestations, on dit non, arrête, etc. Et on sait qu'on n'est pas très, très fort, on n'est pas déterminant. Quelquefois, un pays qu'on n'aime pas, si les États-Unis ou je ne sais pas, la Russie prend position, ça peut changer tout, mais nos manifestations ne changent pas, on sait. Mais malgré cela, nous continuons. Et moi, je vous dis que en même temps, nous réfléchissons pour comprendre les causes et on peut expliquer les guerres. Mais les guerres, comme tous les phénomènes sociaux, sont multidimensionnels. On peut expliquer par des raisons géostratégiques. Nous pouvons dire parce que tel pays, on peut expliquer par l'économie, parce que la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne n'avait pas de colonies. On peut faire plein de choses, on peut amener des explications géostratégiques. Mais la question, c'est comment c'est possible? Comment c'est possible que les pouvoirs qui décident à ça peuvent mobiliser les populations? Ça, il y a aussi beaucoup de dimensions, beaucoup multifactorielles. Il y a les médias, il y a l'idéologie, il y a la religion, il y a le nationalisme, il y a beaucoup de choses. Mais moi, j'aime bien réfléchir toujours avec la pensée complexe. Quand tu poses la question pourquoi, comment, il n'y a pas une seule parce que, c'est multifactoriel, il y a l'enchaînement. Et moi j'ai dit, peut-être je peux mettre une petite lumière sur l'une des dimensions. Sur l'une des dimensions sociales, et en tant que féministe, je peux éclairer comment la domination masculine collabore avec le pouvoir masculin, collabore avec les pouvoirs politiques. Mais il y a aussi une autre petite histoire. Donc j'étais sortie de la prison, je faisais plein de choses à Istanbul, etc. Et j'ai connu Hrant Dink, donc le journaliste arménien que vous connaissez, je pense. Il avait créé un journal qui s'appelait Agos. Agos, ça veut dire le sillon. Et c'était un journal bilingue, à la fois turc et à la fois arménien. Il essayait de créer un dialogue, une réflexion, et il était aussi mobilisé pour la cause kurde. Il faisait beaucoup d'actions pour les Kurdes, pour la paix. Il faisait beaucoup avec les féministes, avec les LGBT. Donc c'était quelqu'un qui...
Et ils l'ont tué en 2-3 balles à la tête en 2007. Et moi j'étais là. Et j'ai vu le lendemain, on a vu un assassin à la télévision. Il faisait comme ça. Sois raisonnable. Il disait à nous, à tous. Il marchait comme ça, à côté de. Il était fier, il avait tué un Arménien. En Turquie, tuer un Arménien, voilà. Et comment on dit, les soldats ou les policiers qui l'amenaient, il l'amenaient comme un héros. Voilà. Il était comme ça, il faisait à la télévision, faites attention. Moi, j'ai dit, mais je connais ce garçon. Je connais. Peut-être que je ne connais pas lui, mais je connais cette attitude, de façon de dire, etc. Et le lendemain, il y avait les obsèques de Reims. Et la compagne de Reims, elle a dit, trouvez quelques assassins, c'est pas important. Je vous appelle de réfléchir, de sonder les ténèbres qui transforme un bébé en un assassin. Alors j'ai dit, d'accord, je fais ça. Je ne fais pas que ça, mais je fais aussi ça. Et j'ai commencé à faire un travail de recherche sur le service militaire. Et c'était très intéressant parce que le service militaire en Turquie, à l'époque, c'était 1 an et demi. Et c'était 1 an et demi, c'était obligatoire pour tout le monde. Et c'était un laboratoire qui montrait comment l'État, les structures politiques, participent à la production d'une classe de sexe dominant, parce qu'il voulait tout le monde, même tout le monde est obligé d'y aller si tu as une pénis. C'est la seule chose qui compte, c'est avoir une pénis. Et pas toutes les personnes qui ont une pénis doivent faire le service militaire. C'était si clair que ça. Et si vous êtes intersexe, par exemple, peut-être l'homosexualité c'était considérée en Turquie comme une maladie. Mais maladie, donc c'est pas interdit. Les malades, c'est pas interdit. Mais aussi l'homophobie, comme c'est très fort, dans les contrôles avant d'avoir le rapport, etc., il faut que vous prouvez que vous avez un trou très très grand derrière. Il y a des photos qui prennent, donc l'armée a une archive pornographique assez forte, parce qu'ils veulent aussi des films, des vidéos quand vous faites l'amour. Il faut que vous prouvez. Donc les gays ne font pas ça. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là. Et moi, j'ai dit que dans ce contexte, l'État crée un sentiment d'appartenance à une classe de sexe dominante. Et après, il leur apprend de lutter ensemble. Parce que tout le monde, surtout les Turcs, ils ont appris dans le quartier à faire la violence, etc. Ils connaissent un peu les armes, etc. Mais quand ils viennent ensemble, ils apprennent à lutter ensemble, à faire des stratégies, etc., etc. Donc c'est très intéressant. Et aussi, j'ai dit que c'est un espace où plein de mecs se rencontrent. Différents types de modalités de masculinité se rencontrent, ils créent un groupe. Donc j'ai dit que je vais travailler. C'est un espace qui montre aussi la société. C'est comme un laboratoire, donc c'est pas que le service militaire que je travaille, parce que vous pouvez faire un travail sur le service militaire, mais vous pouvez trouver plein de choses. Vous pouvez travailler sur la militarisation, vous pouvez travailler sur beaucoup de choses. Mais moi, j'ai travaillé la contribution du pouvoir politique à la reproduction de la classe de sexe dominante. Que les hommes. Donc c'était intéressant. Et là, j'ai vu avec, pas étonnement, mais avec, voilà, je ne sais pas le mot, mais avec ça, que depuis le début, il y a la violence. Depuis les 2 premiers jours, tous les insultes, plein de choses, tout le temps la violence. Il nous raconte, moi je n'ai pas fait la recherche, les entretiens toute seule. J'ai parlé juste avec quelques Istanbuliotes, 3 gays, un trans, mais les autres hommes, j'ai 2 collègues garçons qui ont fait avec beaucoup, parce que c'est important pour qu'ils racontent.
Et on a eu beaucoup de matériaux à travailler. Et là, on voit que depuis le début, il y a la violence. Et banalisation de la violence, mais depuis le début, il s'habitue et il les rationalise de façon assez intéressante. Et là, donc j'ai commencé à discuter avec ma copine que je la connais depuis longtemps, qui s'appelle Hannah Arendt. Je ne l'ai jamais vue, mais je l'ai découverte quand j'étais très jeune. Elle est devenue, je l'ai fait ma copine. Donc, voilà. Et donc j'ai lu ses livres plusieurs fois. Et dans le procès de Eichmann, elle réfléchit, Eichmann, je dis bien, Eichmann, dans le procès de Eichmann, elle réfléchit sur cette histoire de banalisation du mal. Banalisation du mal. Voilà, du mal. Banalité du mal. Et là, parce que j'ai lu tout ça en turc à l'époque. Maintenant, je traduis. Et donc, après, j'ai commencé à discuter avec elle. Mais au début, je l'ai fait assez rapidement. Mais dans ce livre, j'ai repris mes anciennes analyses. Donc, l'autre était un livre un peu gros, avec plein d'entretiens, tout ça. Et là, c'est plus une réflexion qui parle aussi des mécanismes aujourd'hui en Europe, qui parle d'Amazon, par exemple, rien à voir, avec la mondialisation néolibérale, capitaliste, qu'est-ce qui se passe, parce que, qui parle aussi de, aujourd'hui, comme disait Foucault à l'époque, c'était les sociétés de discipline. Les sociétés de discipline, vous connaissez un peu les analyses de Foucault, qui disaient que les sociétés de discipline ont besoin des lieux d'enfermement, comme la prison, l'école, le service militaire. Et là, ils disciplinent les corps, après la vie continue. Mais il dit, à la fin, après Deleuze, Gilles Deleuze va continuer, il va dire qu'aujourd'hui, les mécanismes de contrôle, les dispositifs de contrôle ont pris le relais. Les dispositifs d'enfermement ne sont pas disparus, ils coexistent ensemble, mais on est passé à une société de contrôle. Donc, j'ai réfléchi dans ce livre à partir de cet exemple, parce que le service militaire ne sera plus intéressant. On n'aura plus besoin du service militaire, peut-être. Mais, ou bien, ça va rester, mais juste en Turquie, maintenant, c'est 6 mois. Et c'est plus facile de donner de l'argent, ne pas y aller, etc. Donc, je réfléchis tout ça. Mais, donc, je vais venir à la fin sur le service militaire. Je vous ai promis d'être court, mais j'essaie de résumer. Alors, Hannah Arendt parle de 3 choses pour expliquer la banalité du mal. En regardant sur Eichmann qu'il est devenu un monstre pour tout le monde, etc. Et a dit, en effet, c'est pas un monstre. Et elle est une juive, donc c'était pas facile de dire ça à l'époque, etc. Elle a été très attaquée parce qu'elle disait que non, c'était pas... Elle a voulu réfléchir. Elle n'a pas voulu être gouvernée par les émotions. Et elle dit qu'il y a 3 choses que je vois chez lui. Premièrement, c'est le conformisme. Il était conformiste. Conformisme. Et deuxièmement, il avait une indifférence à l'autrui. Conformisme, l'indifférence à l'autrui. Et troisièmement, l'absence de pensée. Elle explique dans le livre de Eichmann 3 choses. Voilà. Indifférence à l'autrui, absence de pensée et conformisme. Quand j'avais lu ça à l'époque, c'était avant ma recherche, j'avais regardé à mon entourage, conformisme, l'absence. Elle dit que l'absence de pensée, c'est pas parce qu'il est idiot, c'est pas l'idiot. Je ne parle pas qu'il était stupide. Il faisait des petits calculs, il était malin aussi. Mais l'absence de pensée, on arrête de réfléchir. Il y a un lien entre le conformisme et l'absence de pensée aussi. On ne veut pas pousser la réflexion. Et elle dit au moment que ce n'est pas juste les assassins. Absence de pensée, le conformisme et l'indifférence à l'autrui fait que ou on applaudit, on ne fait rien, ou on tire,
Donc il y a différents niveaux. Mais quand il y a des crimes, quand on se tait ou quand on ne voit pas, quand on tourne le regard, il y a des différents niveaux. Et moi, j'ai dit à ma copine Hanna, j'ai dit que oui, tu as raison, je suis d'accord. Mais encore, il y a une chose. Là, c'est mon côté féministe qui... Non, c'est pas mon côté féministe, mon apprentissage féministe, c'est plus chic ça. dit que il y a aussi une autre chose. Le goût de pouvoir, le désir de pouvoir. Et j'ai remarqué dans cette recherche, tous les hommes, on a fait une cinquantaine d'entretiens, mais c'est dans le cadre d'une histoire orale. Avec une personne, on a passé au moins 4 jours. Donc, c'est vraiment, on a beaucoup de matériel. Et là, et on n'a pas pris les noms, on a écrit XZ comme toujours. Et là, on voit que toujours, ils disent oui, mais ça va la peine, parce qu'après, j'aurai le service militaire, j'aurai réussi, il faut passer de cette étape, parce qu'après, je sais qu'on va me considérer, parce que le service militaire en Turquie, c'est une étape de le passage à la masculinité. Je ne vous ai pas dit. Dans la société classique, il y a 6 étapes pour être un homme normal. Base. Après, il y a premièrement la circoncision. La circoncision, c'est très important. Les juifs ou les arabes, beaucoup, ils le font quand c'est tout petit l'enfant. Mais en Turquie, il faut grandir un peu pour qu'il voit que son pénis est important. Après, ils le mettent un truc de roi ou de commandant. On fait la fête, on coupe la gorge d'un bélier juste devant. Ils mettent le sang là. Donc il devient... Voilà, ça c'est très important, la circoncision. Le deuxième, c'est quoi? L'expérience sexuelle. Ah non, l'expérience... il faut que ce truc qui est coupé, qui sait, doit entrer. Il faut que le phallocratie, il faut qu'il prouve que lui, il devient utile. Il faut il faut qu'il montre qu'il peut utiliser la machine. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Alors, deuxième, c'est ça. Il faut qu'il dise qu'à son niveau, j'ai fait ça une fois, etc. Troisièmement, il faut qu'il va au service militaire. Troisième, service militaire. Quatrième, trouver du travail, parce que sans service militaire, il ne peut pas trouver du travail. Cinquième, il faut qu'il ait une couple, une femme, voilà, hétéro, et une femme, voilà. Et sixième, c'est il faut qu'il prouve la fertilité de cette machine. Voilà, la phallocratie marche comme ça. Et donc le service militaire est important aussi, socialement, parce qu'on fait des fêtes, il est invité partout, le candidat, tous les voisins l'invitent, on fait plein de choses. Même avant la guerre avec les Kurdes, la guerre avec les Kurdes, depuis 80, ça s'est changé un peu. Parce que les loups gris, les fascistes, ils ont voulu récupérer cette tradition. Et les Kurdes n'ont pas voulu aller, plein de gens n'ont pas voulu aller. Donc il y a beaucoup d'insoumission, on peut discuter après l'objectif. Il y a beaucoup de résistance. Mais je vous ai parlé de l'Anatolie profonde, comme la France profonde. Donc ce qui se passe, c'est plutôt là-bas. Et donc j'ai remarqué qu'il y a l'envie de pouvoir. Et après, j'ai beaucoup réfléchi sur ça. Pourquoi ce sont les hommes qui sont mobilisés plutôt à ces guerres, à ces types d'assassinats politiques? Parce qu'on peut plus facilement mobiliser les hommes parce que il y a un répertoire très très large et ça leur donne des petits bouts de pouvoir. Et quand on voit toute la littérature, tous les discours, etc. autour de ça, ça prouve aussi. Je parle de pouvoir, le petit pouvoir, comme, vous savez, le viol, par exemple. C'est pas sexuel, c'est le pouvoir. Une seconde de pouvoir. Donc, si on analyse, qu'est-ce que ça veut dire le viol. Donc, autour de toute cette histoire de pouvoir masculin qui est très, très violente, et on voit une collaboration entre les différents pouvoirs. Et sans comprendre
qu'est-ce qui se passe dans la société, c'est très difficile de comprendre comment les politiques mobilisent si facilement les individus. Parce que toujours, le pouvoir politique s'appuie sur les pouvoirs sociaux. C'est sa base. Il faut que les deux s'articulent. S'il n'y a pas de pouvoirs sociaux, les pouvoirs politiques, c'est difficile qu'ils se légitiment, qu'ils se normalisent, qu'ils se fassent habituer, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer pourquoi toutes les fachos du monde, mais ils ne se connaissent pas entre eux. Il n'y a pas une idéologie comme marxisme qui les internationalise. Ils sont contre l'une à l'autre, parce qu'une il est nationaliste français, l'autre il est nationaliste turc, donc ils ne savent pas plus que ça. Mais tous, ils s'occupent de la sexualité. Ils s'intéressent à la sexualité. Comment on fait l'amour? Est-ce qu'on fait l'avortement ou non? Ils s'intéressent parce qu'ils savent que l'ordre social, c'est la discipline de la société. Et c'est très très important pour la discipline politique. Voilà. Et voilà. Et donc aujourd'hui, moi je veux bien, avant de finir, de dire que les dispositifs changent. Donc je retourne au dispositif. Donc c'était le service militaire. Et aujourd'hui, en Turquie, en France, dans le monde, les dispositifs se multiplient. Avec la technologie, surtout numérique, les dispositifs se multiplient. Donc c'est très important de pouvoir regarder qu'est-ce que faisait le service militaire en dehors de production du sexe dominant. Par exemple, ils disent toujours qu'ils produisaient l'absence de pensée. Ils disaient qu'il ne faut pas qu'ils aient le temps libre. Par exemple, il faut tout le temps les occuper. Tout le temps. Quand ils sont là, il faut les jeter des patates, il faut qu'ils travaillent tout le temps, mais sans réfléchir. Il ne faut pas qu'ils discutent. Alors, aujourd'hui, il y a plein de choses. Même dans les universités, dans les écoles, les étudiants sont toujours en train de travailler. Il n'y a pas de temps. Le travail, c'est la même chose. Après, si un petit moment, tu joues sur l'antenne, tu regardes sur les réseaux, mais tu regardes. Mais quelquefois, tu donnes des jouets aux enfants pour qu'ils s'en occupent. C'est un peu comme ça. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de service militaire pour que les gens... comment dire? C'est quoi? Prendre des patates, mettre la... Non. Recueil. On n'a pas besoin de les faire travailler parce que la vie est organisée déjà comme ça. Et voilà, et surtout la numérisation du numérique, la numérisation de la violence, parce que les guerres maintenant, c'est pas avec les épées, etc., donc c'est beaucoup plus sophistiqué. Et comme on est habitué, on est entraîné, on n'a pas besoin d'envoyer les jeunes au service militaire parce qu'ils sont entraînés déjà dans les jeux Internet, etc., de faire ce boulot. Et on ne voit pas, il y a 40 000 morts en Palestine, 30 000, il y a des chiffres, mais c'est numérique, c'est abstrait. Donc tous ces dispositifs, il faut les rendre visibles, il faut les montrer, et il faut dire que occupé, discipliné, absence de pensée, aujourd'hui c'est très important. Oui. Le service militaire est obligatoire. À partir de quel âge? De 20 ans. Et ils sont militaires pendant combien d'années? Alors, à l'époque que j'ai fait les recherches, c'était 1 année et demie. J'ai dit tout à l'heure, maintenant c'est 6 mois. Mais on peut faire plus court si on donne de l'argent, etc. Mais ce que je suis en train d'expliquer... Alors, avant de finir, je parle d'un petit changement en Turquie. Ce service militaire, aujourd'hui c'est 6 mois. Et c'est plus facile de l'acheter. Si vous donnez un peu de l'argent, parce que pour les familles riches, comme ça, vous donnez de l'argent, après, vous faites 2 mois, 1 mois, un truc comme ça, vous apprenez comment dire, voilà, vous faites comme ça devant le drapeau, vous montrez que, voilà.
le nationalisme, etc. Mais peut-être dans deux années, on aura moins besoin de ça. Parce que on est dans une période en Turquie, on le voit c'est comme un laboratoire, comme le service militaire, mais c'est le service militaire du monde, la Turquie. On le voit comme ce qui se passe dans le monde, on le voit beaucoup en Turquie. Paramilitarisation. Vous savez, il y a un sociologue qui s'appelle Max Weber, à l'époque, disait que l'État détient le monopole de la violence légitime. Il disait ça. Mais, avec la mondialisation néolibérale, la violence se privatise de façon incroyable. L'État détient de moins en moins le monopole de la violence légitime. Les États-Unis, toutes les prisons sont privées, vous savez. Pardon? Il y a plein d'organisations, de sociétés privées qui voient les guerres comme un marché, parce qu'il y a des mercenaires, il y a plein de soldats privés qui sont... Et on peut les mobiliser comme on veut. Et aussi, ce n'est pas seulement les personnes, aussi des dispositifs d'armes, comment on peut les mobiliser, etc., etc. Donc, il y a plein d'entreprises de guerre qui sont... Oui, c'est important de dire. Qui sont spécialisées pour faire la guerre. Donc ça, c'est important. Et deuxièmement, la dérégulation de l'économie a fait que le mafia, ce n'est pas quelque chose marginal aujourd'hui. Donc l'économie prend le caractère mafieux. Alors en Turquie, si je finis, on parle des loups gris. Attends, ils me menacent, voilà, c'est pour cela qu'on a fait un peu d'attention, etc. Les loups gris, c'était une organisation à la fois politique, à la fois paramilitaire. C'est les loups gris parce qu'ils pensent que les Turcs viennent des loups, comme Romulus il a été allaité par les loups, et les loups gris, ils ont fait à Valence, à Lyon, contre les Arméniens, vous avez entendu peut-être, ils faisaient ouh comme ça dans les rues, et donc c'est des fascistes. Mais c'est une tendance de, comment dire, c'est une... La rationalité, c'est la rationalité de l'État turc à la base. Donc ils ne sont pas marginaux. Mais comme ils sont paramilitaires, ils étaient toujours utilisés un peu à côté. Mais aujourd'hui, ils sont au gouvernement. Mais pas seulement au gouvernement. Aujourd'hui, dans l'économie, ils détiennent les secteurs de transport, les secteurs de bâtiment, plein de secteurs, c'est eux qui tiennent. Avec plein de groupes, comme des bandes, comme des groupes mafieux, qui sont aussi en même temps des milices, des miliciens, et qui sont entraînés en Syrie, en envoyant des têtes, des Kurdes, voilà, qui sont entraînés en Syrie en luttant, en allant tuer les Kurdes là-bas, et en même temps ils travaillent. Vous voyez, donc et tous les jours à la télévision en Turquie, on s'habitue à des organisations partout, des milices qui ont des armes, qui sont données par l'État et qui sont comment on dit, qui sont légales. Mais ce n'est pas des soldats, qui sont des travailleurs. Voilà ce qui se passe par la militarisation. Et l'armée, que fait-elle? L'armée, il existe parce qu'il gère pour l'instant, mais on est dans le processus de paramilitarisation, de privatisation, de mafiotisation. Je ne sais pas si le mot, vous avez compris. Donc voilà, dans ce contexte, c'est dans ce contexte-là qu'on lutte aussi. C'est aussi la militarisation, que le peuple devient militaire. Voilà. Savoir tout ça, ça peut nous... C'est mon premier livre que je finis un peu, en général dans tous mes livres,
je dis des choses mauvaises, après je dis, mais il y a ça, je finis toujours comme ça. Mais là, j'ai fini un peu différemment. Il ne faut pas lire la fin, mais... Si aujourd'hui, notre vieux monde se confronte à des pensées utopiques qui créent des liens transnationaux forts entre les personnes, si ce qui est nouveau est en train de se former par le bas, par les convergences des mobilisations multiformes, il faut néanmoins réfléchir sur le mal enraciné dans l'histoire passée et présente de la civilisation humaine, sur les mécanismes qui nous habituent sans trop à nous indigner face à une extrême violence toujours très présente. Car le mal enraciné n'est pas un rhume, on ne peut pas le soigner avec un peu de miel et de citron. Voilà, c'est la première fois que je finis ça, mais ça n'a pas diminué ma force militante non plus. Merci beaucoup.